Le 1er mai 1994, une Renault Williams blanche venait percuter un mur de béton à plus de 200 km/h au 7ème tour du Grand Prix d'Imola, à Saint-Marin. Le pilote dans sa monoplace a la tête en avant et semble avoir perdu connaissance. Le monde entier retient son souffle. Et c'est finalement aux alentours de 18h que le verdict tombe. La légende brésilienne s'est éteinte. De la mort sur cette même piste d'Ayrton Senna, plusieurs hommages ont été rendus au pilote brésilien qui était un surdoué de la F1. Senna est devenu une légende depuis ce tragique 1er mai 1994. Ayrton Senna décédera ce dimanche 1er mai à l'hôpital de Bologne. Vous l'aurez sûrement compris à l'évocation des mots Imola, Williams et légende brésilienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ayrton Senna. Considéré par le plus grand nombre comme un des meilleurs pilotes de tous les temps, mais aussi comme un homme que rien ne pouvait arrêter, sur la piste comme en dehors. Une manière de piloter très controversée, jugée parfois suicidaire. Une source d'espoir pour tout un peuple, une génération. Mais ça s'arrête là. Lorsqu'on entend Ayrton Senna, on pense à son crash, et c'est tout. Bon, j'avoue, moi aussi en vrai. D'ailleurs, personnellement, j'ai pas grandi en regardant Ayrton Senna. J'étais pas là pour le voir à la télé. Et c'est pas comme un sujet d'actualité. Mais on m'a raconté sa légende. Comme certains pourraient nous évoquer le roi Pelé, moi je voulais lui rendre hommage. Un énième hommage, j'ai envie de vous dire. Ayrton Senna est né le 21 mars 1960 au Brésil et a eu une enfance très dure. Orphelin, il vivait dans les favelas. Oh, stop, c'est faux. Comme la majorité des pilotes de Formule 1, il a pas eu la vie très dure. Il a grandi dans une famille très aisée, voire riche, et n'a pas connu la faim. Bon, je recommence. Ok, Ayrton Senna est né le 21 mars 1960 à Sao Paulo au Brésil, jusque-là, on est d'accord. Il a grandi dans une famille très riche, donc désolé d'en décevoir certains, mais durant son enfance, il n'a pas été dos au mur. C'était un enfant très sportif, bla bla bla. Et j'ai pas envie de raconter simplement l'histoire d'un tel pilote. Il y a une bonne centaine de vidéos sur le sujet, allez les consulter si vous voulez. Autant qu'on aborde réellement les moments cruciaux qui ont fait de lui l'homme qui mérite amplement cette vidéo. Bon, un beau jour, le père de Senna met son fils âgé de 4 ans sur un karting, et Ayrton kiffe les sensations. Mais c'est tout. Il aime l'effet de la vitesse et veut simplement s'amuser. Mais voilà, rien de plus. Il était encore loin de penser aux compétitions et au monde qui l'entoure. Mais très vite, force est de constater que le boug, il a du talent. Donc il commence une compétition sur le circuit d'Interlagos à tout juste 8 ans. Mais pas face à des gens du même âge, non. Face à des gens qui avaient 3 à 5 ans de plus que lui. Au tirage au sort, il commence la course en pole position, plus petit, plus léger. Le petit Ayrton manie son kart tout au long de la course et est 3ème. Mais un type qui tente de le doubler depuis un bon moment vient le heurter. Et Senna sera forfait pour sa première course. Le père d'Ayrton, qui voit alors dans son fils un futur champion, fait une des meilleures décisions qui soit pour lui. Il confie Ayrton à l'un des meilleurs préparateurs de l'époque, Lucio Pasquale Gascon, ou celui que l'on surnommait le Che. Bingo, ça ne loupe pas, Ayrton vit karting, mange karting et dort karting, et son mécano, lui, fait tout pour rendre chaque victoire atteignable. Un duo gagnant en somme. Ayrton gagne plusieurs championnats du Brésil, puis s'attaque au championnat en Amérique du Sud. Et... je plaisante, il graille la concu et devient champion d'Amérique du Sud. Seulement, il rêve de plus grand, de victoire, de reconnaissance. Et après s'être confronté au meilleur en karting, il en veut plus. Et c'est normal. Il fait donc le choix de quitter son pays natal pour aller courir en Europe. Oui, on dit courir, même si en vrai, les pilotes roulent. Bref. Du coup, loin du Brésil, il doit faire sa place. Car même en étant l'un des meilleurs pilotes de karting au Brésil, le berceau de l'automobile, c'est un step au-dessus. Il s'installe donc en Angleterre pour y rouler dans les catégories inférieures à la Formule 1, dans le but d'y accéder un jour. Donc, Ayrton tente de s'imposer dans les catégories inférieures. En fait, il tryhard. C'est dès les championnats moins importants qu'il a développé cette petite habitude d'arriver le premier et de partir en dernier dans les paddocks. Une petite habitude, certes, mais qui témoigne de l'implication et de la rigueur du mec. Il cherchait à tout comprendre, les décisions des mécanos, les choix de pneus, absolument tout, pour une seule chose, gagner. He was so good because he was working so hard on details. I improved the car also there and there, but he went in the fine details. That's why it was fantastic. Il remporte alors un championnat de Formule 4 de 1600, en s'illustrant notamment un jour de Grand Prix sous la pluie, alors que tout le monde se demandait « Mais d'où sort ce type ?» Puis l'année suivante en Formule 4 2000. On lui propose alors une place en Formule 3. Mais il est réticent. Lorsque son manager lui propose de payer sa prochaine saison, le jeune pilote lui rétorque qu'il n'en est pas question, à moins qu'on lui garantisse la saison d'après un paquet en Formule 1. Tentative audacieuse, certes, mais qui fonctionnera, puisque sans surprise, après avoir littéralement roulé sur ses concurrents en Formule 3, il sera convié à des tests en Formule 1.
et impressionna vraiment toutes les autres écuries. Ayrton's considerably quicker than we've been on these tyres with the previous times we've been to Silverstone, and hopefully we should be able to give him another run at the end of the day and he'll go even a little bit better. Pourtant, à la surprise générale, à l'été 83, aucune des grandes écuries ne lui garantisse un siège comme titulaire. C'est alors que Toleman, une petite écurie, certes, mais c'est déjà ça, entre dans les négociations. Si bien qu'après avoir imposé certaines conditions, Ayrton intègre alors une écurie, et décroche donc sa place pour la saison 84. Enfin, la machine est lancée, on y est. Et comme il fait les choses bien, bon, malgré quelques difficultés, ça arrive à chaque pilote, le Ayrton, il va vite montrer qu'il a totalement sa place dans le game. Au cours de la saison, il obtient de nouveaux podiums. Malgré une voiture capricieuse, première saison satisfaisante. Et ça, les autres écuries l'ont très bien compris, en particulier Lotus Renault qui réussit à récupérer Ayrton en 85, flairant une série de victoires. Et ça ne manque pas, Senna commence à avoir de bons résultats. Une pole position suivie de sa première victoire au Grand Prix du Portugal, de plus en plus de gens s'interrogent. Mais qui est ce type? Une chose est sûre, il est bouillant, mais il teste les limites de sa voiture et apprend beaucoup de choses, même si ça implique de devoir abandonner une course. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, Ayrton s'applique à fond dans ce qu'il fait. Toute son énergie, il la déploie dans un unique but, gagner. Et ça implique de ressentir la voiture, les moindres réglages. Vous saisissez maintenant? C'est pas un type lambda. Qu'il gagne une course ou non, il veut des améliorations dès le prochain Grand Prix. Et son attitude, c'est pas ce qu'il joue le plus, on est d'accord. Mais s'il peut gagner 2 dixièmes sur son adversaire, il saute sur l'occasion. Ah, et en parlant de ça, moi aussi je saute sur l'occasion de vous demander de vous abonner à cette chaîne parce que, de 1, c'est gratuit, et de 2, c'est pas payant. Je rush les 10 000 abonnés avant la fin de l'année et c'est grâce à chacun de vous que je vais y arriver, même si je dois dormir 4 heures par nuit. Ouais, ça sent le vécu un peu. Bon, où on en était? Ah oui, pendant sa période chez Lotus, il réalise des tas de pole positions et fait des grosses perfs. Il signera, comme je vous l'ai dit, des victoires, comme sa 4e victoire à Détroit durant la saison 86. Victoire qu'il réalise contre des pilotes de l'époque comme Jacques Villeneuve ou... Alain Prost. On l'attendait celui-là. Bon, pour ceux que je dois encore convertir à la Formule 1, en gros, Alain Prost est un pilote français qui pèse déjà dans le game, puisque à ce moment-là, il a déjà été sacré champion du monde en 85 et il remportera à nouveau ce championnat en 86. Bon, retenez juste que ce mec-là va être hyper important dans notre histoire. Du coup, on en était... Ah oui. Ok, Ayrton, malgré des efforts de taré, il rame un peu. Au milieu de tableau, même si en 86, il est 4e au classement pilote, puis 3e en 87, il ne peut plus concurrencer les premiers, car un élément important les sépare, la régularité mécanique. Car oui, Ayrton est très souvent victime de casse-moteur, problèmes mécaniques et autres événements frustrants. Est-ce à cause de réglages désastreux ou d'un style de pilotage trop agressif? Qu'importe, car toujours est-il que tout le monde se rend bien compte qu'il n'a rien à faire si bas dans le classement. Ouais, si bas, car malgré ses résultats phénoménaux avec une voiture si imprévisible, ce qui est juste monstrueux, ce qu'il pourrait accomplir avec une voiture digne de lui, c'est tout juste inimaginable. Et ça, il le sait parfaitement, ne rendant pas la frustration supportable. D'ailleurs, il y en a un qui a très bien compris que Ayrton était capable de revendiquer le titre. Et ce monsieur, c'est Ron Dennis. En gros, Ron Dennis c'est le manager de l'époque de McLaren. Pour vous la faire courte, il est à la tête de McLaren et roule sur la Formule 1 depuis quelques années avec Niki Lauda ou Alain Prost. Oui, je vous ai dit que ces deux-là allaient être très liés. Donc Ron Dennis et Ayrton entrent en négociation. Ayrton a compris que le rouleau compresseur que représente McLaren peut lui faire atteindre les sommets, sans se soucier des pépins mécaniques. Donc, sans trop tarder, il signe. Sauf que ça implique aussi de changer de coéquipier et de rejoindre Alain Prost. Lors de ses autres saisons, Ayrton n'a jamais eu trop de soucis à se faire de ses coéquipiers, et les conflits n'étaient pas monnaie courante. Sauf que là, il a déjà une rivalité avec Alain Prost, et ils ont déjà une forte tension dès le début de saison. Ces tensions ne faiblissent pas. Senna, largement supérieur à son coéquipier en pilotage, est parfois victime de son agressivité, à l'inverse de Prost qui, lui, pilote intelligemment, ne provoquant pas d'accident. Prost se souviendra que Ayrton n'était pas là pour gagner, mais surtout pour écraser son coéquipier. Cette rivalité malsaine ronge leur entente. Certains d'entre vous se souviennent de ce fameux Grand Prix du Portugal. Ayrton Senna, alors talonné de près par Alain Prost, au départ de la course, ne lui laisse que 2 options. Renoncer ou risquer d'abandonner tous les deux. Alors, face à une énième tentative de dépassement, Senna vient tasser Prost le long du rail et s'échappe en pole position. Vous voulez savoir la raison? Malgré une envie de gagner constamment, cette fois-ci, il emporte son coéquipier juste pour ne lui laisser aucune avance au classement. Et malgré tout, je trouve ça beau. Cette rivalité dangereuse et toxique a un aspect merveilleux.
On a toujours été en rivalité avec quelqu'un, ou peut-être même un peu toxique, au sport ou sur League of Legends. Sauf que le point commun de toutes ces rivalités, c'est qu'à tous les niveaux, elles poussent les gens à se dépasser. Lorsque tu désires la même chose qu'un autre, outre le fait de rager bêtement, tu accomplis des prouesses. Et bah, cette rivalité, surtout en Formule 1, a toujours poussé nos deux protagonistes à se transcender. Pour preuve, en 88, ils n'ont que pour concurrents eux-mêmes. Ils défilent sur le championnat, se partagent l'épaule et les podiums. Quand l'un gagne un Grand Prix un dimanche, l'autre en gagne 2 autres la fois d'après. Toujours est-il que la saison 88 est remportée par Ayrton Senna, finissant tout juste devant Alain Prost. Bah, nous y voilà, il a accompli ce qu'il voulait, non ? En fait, loin de là. Bon, la saison suivante, le duo est à nouveau aligné, et à part quelques nouvelles réglementations moteurs, aucun changement significatif. Ah si, une chose a changé, l'entente entre nos deux pilotes qui est dans un état déplorable. Au cours de cette saison, c'est Prost qui mène finalement au classement. Et Ayrton, bah ça lui plaît pas. Puisque je vous donne un petit exemple, c'est gratuit, mais au Grand Prix de Suzuka au Japon en 89, Ayrton, en retard de quelques points au classement, doit à tout prix gagner cette course parce que sinon, il a 0 chance de l'emporter. Bon, c'est pas gagné, parce qu'il est derrière Prost. Il tente de le dépasser, et dans la chicane, ils s'accrochent. Ils partent tous les deux dans le décor, et Ayrton, aidé par son staff, parvient à repartir et à gagner la course. Sauf qu'à la fin, la fédération décide de l'éliminer, pour cause de triche, laissant Alain Prost le plaisir de savourer son 3e titre de champion du monde. Bon, la suite vous la connaissez, et je vais exploser mon quota de montage, et la vidéo va durer 1 heure, donc je vais la raconter brièvement. Prost part chez Ferrari pour la saison 90 et Senna, lui, remporte son 2e titre après avoir volontairement emporté Prost dans les graviers pour s'assurer la victoire au championnat, quitte à abandonner ou à se tuer. Prost se fait évincer de Ferrari, il n'a donc pas de baquet pour la saison 92. Qui dit plus de Prost, dit plus de concurrence pour Senna. Donc Senna remporte son 3e titre en 92. Puis Alain Prost fait son grand retour en 93 et Williams Renault gagne son 4e titre de champion du monde. D'ailleurs, c'est lors de cette saison qu'ils échangent cette poignée de main symbolique qui clôt leur rivalité. Enfin, en 1994, Prost met un terme à sa carrière, ne préférant plus prendre des risques qui n'en valent plus la peine pour lui. Donc, il reste Senna, qui signe chez Williams Renault. Le début de la saison est juste catastrophique pour lui. Ça a des nouveaux arrivants comme Michael Schumacher ou Damon Hill. Et vient cet événement tragique, vient ce week-end noir. Rubens Barrichello sort miraculeusement indemne d'une violente sortie de piste. Le samedi, début d'un week-end noir, l'Autrichien Roland Ratzenberger se tue. Ensuite, l'accident d'Ayrton Senna. Ce jour-là, c'est tout un peuple, tout un univers qui perd une icône, un dieu. Ça y est, la boucle est bouclée. A lot of pressure on both of us, and outdoors we always try to minimize the pressure to make it less painful. It's impossible.